Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Franche. Les défis sont de plus en plus grands, les choix de plus en plus difficiles à opérer pour les États qui s'emploient à garder leur stabilité. La planète est face à un chamboulement, une sorte de désorganisation née de succession de crises. Il n'y a pas longtemps, c'était la Covid-19, vient s'ajouter l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à l'intérieur des États, la démocratie est à rude épreuve. Nous verrons dans cette émission Zone Franche la place de l'Afrique dans cette fragmentation de la gouvernance mondiale sur les plans de la démocratie, le développement économique et social. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les relations internationales, le bien-être des populations et les mesures à prendre pour garantir un meilleur avenir à notre monde. Notre invité est professeur d'université, professeur titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée, ancien chef de département des humanités à Shaw University en Caroline du Nord, ancien chef de département à Norfolk State University dans l'État de la Virginie aux États-Unis, où il dispense des cours de communication publique. Docteur Désiré Salif Baloui, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Adandijan. Du parcours qui est le vôtre, docteur Baloubi, on va spécifier que vous occupez d'autres fonctions telles que les fonctions de service public panafricaniste. Vous êtes également animateur de 2 émissions sur Tempo Afrique TV. Vous êtes également vice-recteur d'université et vice-président du Parlement de l'État de la diaspora africaine de passage à Cotonou. Eh bien, on vous reçoit sur Zone Franche pour nous dire votre opinion sur certains faits d'actualité au Bénin, en Afrique et autour de nous, dans certaines régions du monde. Pour conduire cette émission qui dure 60 minutes, je suis avec vous, Franck Aounou, bonjour. Bonjour Christian, docteur Baloubi, bonjour. Bonjour Franck Aounou. Alors Christian, en quelques mots, a déjà résumé le parcours qui est le vôtre, on l'a tous entendu il y a une poignée de secondes. Vous également un animateur des médias au cœur de l'actualité, c'est bien cela. Vous nous donnerez votre appréciation des sujets sur lesquels nous nous prononcerons. Vous vivez aux États-Unis, eh bien, il vous arrive de rentrer, de faire un tour au pays par moment. C'était quand la dernière fois que vous avez foulé le sol béninois? Les vacances dernières où je fus reçu par mon ami Christian Adandijan. C'était un très grand plaisir pour moi de le revoir. Le plaisir est partagé, professeur. Disons en quelque sorte, il y a 12 mois environ. Voilà, c'est juste. Alors, de ce moment à l'autre, qu'est-ce qui vous a frappé? En anglais, on dit « There's no place like home ». Il n'y a pas meilleur endroit que chez soi. Lorsque vous rentrez chez vous, vous vous sentez d'abord à l'aise parce que on se sent toujours étranger. Partout où l'on va, lorsque vous n'êtes pas dans votre milieu de confort, votre marigot naturel, vous vous sentez étranger. Et quand on voyage d'ailleurs, on dit « je vais à l'étranger ». Vous voyez? Donc quand vous revenez, la convivialité, malgré les grincements de dents et les plaintes que nous entendons par-ci par-là, nous sommes quand même chez nous. C'est comme quelqu'un qui a travaillé 30 ans durant et qui a fini par construire ne serait-ce qu'une chaumière, même si c'est entouré de crapauds et qu'il y a de l'eau partout, chez soi, c'est toujours chez soi. On dit c'est loin là où vous vivez, ce n'est jamais loin. Voilà. Devrait-on dire que dans l'autre monde, de l'autre côté de l'océan, vous manquez de cette chaleur-là qui vous a un peu éloigné du pays? Tout à fait, parce qu'il y a un fossé entre les deux cultures lorsque vous quittez chez vous et c'est un autre monde. Puisque les gens interprètent le monde à travers des prismes qui ne sont pas les vôtres, et vous êtes obligé de vous adapter. Parce que, comme on le dit, vous le savez, quand on est à Rome, il faut faire comme les Romains. Mais on n'oublie jamais d'où l'on est venu, parce que c'est la dernière chose qu'il faut oublier. Quand on ne sait pas où l'on va, on ne peut pas oublier d'où l'on vient. Et je porte toujours le Bénin dans mon cœur, et partout où je vais. Et quand je dis le Bénin, bien sûr, ça commence par les 41 collines. Je suis originaire de Dassazoumé et de mon village, Carré, où je vis le jour. Voilà. J'aime beaucoup le Bénin, j'aime beaucoup mon pays. Vous êtes revenu, les mets du pays, vous en avez déjà goûté avant de repartir, vous avez fait la réserve?
J'en raffole. Et comme vous le savez, quand on est à l'étranger, vous avez dit, on s'adapte. Il y a toujours des communautés, pas forcément béninoises, africaines. Alors, nous goûtons au repas sénégalais, nous goûtons au repas ghanéen et tout ça. Et c'est ça qui est bien quand vous avez la chance d'être installé dans une ville, dans un milieu cosmopolitain. Eh bien, l'Afrique, vous la vivez aussi, mais pas comme vous autres ici, on vous envie. Alors, lorsque vous retrouvez la communauté béninoise aux États-Unis, même au-delà, il vous arrive de discuter un peu, de donner votre point de vue sur ce qui se passe au pays. Qu'est-ce que vous en pensez souvent? Que pensent les Béninois qui vivent là-bas de ce qui se passe au pays, de la gouvernance en général? Eh bien, c'est comme on appelle l'Afrique du Sud, je crois que c'est Desmond Tutu qui l'a baptisé le pays de l'arc-en-ciel. Donc quand je parle de l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs, de tous les goûts et toutes les opinions qui sont partagées. Il y en a qui voient que ça va, que c'est très bien et qu'il va falloir encourager ce qui se fait. Il y a beaucoup aussi qui disent tout va mal. De toute façon, mon avis personnel, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que tout va bien. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que tout va mal. C'est triste. Voilà. C'est-à-dire, la vie, c'est l'équilibre. Hein. Et ne font jamais des erreurs ceux qui n'ont jamais rien essayé. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est quand même beau, cette diversité d'opinions. Pourvu que cela se fasse dans la règle. Alors, vous faites tout pour venir au pays par moment, pour être au contact de votre culture, de vos proches et bien d'autres. Il y en a qui sont là-bas depuis plusieurs décennies déjà, qui n'ont pas eu cette chance de rentrer au pays. Quand vous repartez, est-ce qu'ils vous posent la question de savoir si ce qui est entendu de part et d'autre à travers les médias sociaux et autres demeure la réalité? Oui, ça c'est réel. D'abord, oui, vous avez vraiment dit diplomatiquement, on n'a pas la chance. Oui, c'est peut-être une chance, mais la chance n'existe pas. La chance, c'est lorsqu'on a fait une préparation lointaine et que les opportunités se présentent, et puis le concours, donc la préparation des opportunités. Pour revenir chez soi, il faut se préparer pour le faire sur tous les plans. Oui, pour répondre directement à votre question, oui, les gens demandent. Et quand les gens me posent moi la question, je leur dis franchement, dans l'émission, je rappelle Zone Franche, et il faut être sincère là, mais sur le cœur, je leur dis sans hésitation ce que je pense, ce que je vois. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal non plus. De grands efforts sont faits, je le leur dis, et beaucoup de choses ont changé, je le leur dis, et pas simplement verbalement, je leur montre les images, je leur montre des vidéos pour qu'ils soient persuadés. Mais vous voyez, on ne peut pas réveiller celui qui prétend dormir, et qui, au fait, a les yeux ouverts. Et bien sûr, on peut dormir les yeux ouverts. Alors, si vous rentrez aux États-Unis aujourd'hui, un compatriote vous rencontre et vous dit, mais j'ai appris qu'il y a eu des problèmes de malgouvernance, des fonds qui sont détournés. On parlait de la SB2E récemment. On a appris qu'au ministère de l'économie et des finances, il y a eu encore cette affaire de détournement où beaucoup de fonds sont volés par des compatriotes au pays. Que leur direz-vous? Je leur dirais que ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on dit que ce qui est arrière l'Afrique en général, c'est la mal ou mauvaise gouvernance. Et ce n'est pas les têtes bien faites qui manquent, cela existe un peu partout. Mais ce qui manque surtout, c'est de vrais patriotes. Je dois vous dire, je n'aime pas plonger dans la politique partisane. Je préfère parler de la politique par rapport à la patrie, parce que pour moi, c'est le numéro un. Lorsque vous n'aimez pas votre patrie, eh bien, vous serez toujours là à tout critiquer. Et vous n'apprécierez pas le moindre bien que ceux que vous avez élus, ou bien même ceux qui seraient arrivés par coup de force, parce que même les dictateurs, parfois, ils font quelque chose de bien. Voilà. Alors, vous êtes vice-président du Parlement de l'État de la diaspora africaine. On va parler donc
de l'Afrique, on va parler de la démocratie, on va parler des États africains, et avec vous on verra si ces pays sont de bons ou de mauvais élèves en matière de démocratie. Comme vous le savez, les pays en Afrique sont frappés par une série de maux. On parle de malgouvernance, il le disait tantôt, Franck Aounou, la gestion autoritaire ou encore autocratique, on parle de frustration qui amène des coups d'État et bien d'autres crises. Ce qui nous intéresse ce matin, et quand on écoute certains analystes, ils disent que la démocratie ne fonctionne pas en Afrique et qu'elle ne fonctionnera jamais. Quel est votre avis? Je souris lorsque j'entends ça. Je l'ai entendu très souvent. Ça dépend de... Il y a d'abord les prémices. Il faut qu'on s'entende sur les prémices. Vous voyez, quand vous voulez mener un raisonnement pour persuader, pour convaincre quelqu'un, il faut que vous vous entendiez sur les préalables. C'est quoi la démocratie? Il faut pouvoir la définir. Est-ce qu'il y a une notion qui a un contenu universel? Vous voyez, je me rappelle encore, tout comme si c'était hier, on nous parlait, lorsque nous avions le drapeau rouge, on nous parlait de discipline de faire librement consenti. On nous parlait de la dictature du prolétariat et que c'était le seul chemin et qui puisse nous conduire à bon port pour qu'il y ait de bonheur partagé pour chacun et pour tous. Vous savez, tout est relatif. La démocratie, ce n'est pas du nouveau. Lorsqu'on parle d'élèves, bons élèves, mauvais élèves, ça me met un peu en désaccord avec ceux qui font ça, parce que ça veut dire que vous avez un maître. Lorsque vous êtes élève, vous devez avoir un maître. Alors, c'est qui les maîtres, c'est qui les élèves? On a copié le modèle de quelque part, non? Voilà. Comme on dit, les pères fondateurs de la démocratie. Les pères fondateurs de la démocratie. Vous savez, c'est en Afrique. Les gens pensent que c'est la Grèce qui a innové en matière de démocratie. Puis c'est en Afrique. On m'a tourné, vous l'avez souvent entendu, Persona. Et avec les recherches donc, de l'histoire, de l'archéologie, tout a commencé en Afrique. Les toutes premières communautés démocratiques, eh bien, c'est en Afrique. Il est vrai, ça a été galvaudé, les pratiques ont changé, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons, je ne dirais pas comme Feu Mobutu, le retour à nos sources, mais le recours. C'est très important. J'allais en venir. Est-ce que finalement, on n'aura pas une démocratie pour ces pays-là, disons de l'autre côté, une démocratie purement africaine, taillée, où il y aura un peu de tout, nos valeurs, ainsi de suite, parce que nous, on se rend compte que même les époques que nous avons repoussées, la révolution, il y avait des valeurs qu'on pouvait ajouter à ce que nous faisons aujourd'hui pour en faire une bonne synthèse. Exactement. Et là, comme je suis enseignant, je vous parlerai de l'école nouvelle, par exemple. L'école nouvelle avait de très bonnes idées, d'accord, mais n'avait pas les moyens, il n'y avait pas de suivi, et puis patati patatra, on a tout balayé, on a tout jeté par la fenêtre. Ça, c'est pas bien. Parce que quand même, quand on parle de progrès, eh bien le progrès, c'est poser un pas dans la bonne direction et un autre pas. Quand on pose une bonne brique, il faut que la seconde brique soit aussi solide que la première et on ne casse pas tout. On ne casse pas tout, on ne balaye pas tout et en disant que tout est mauvais et qu'il faut toujours recommencer. Et sinon, ça devient un perpétuel piétinement. On n'avance pas. Moi, j'estime que il ne faut pas copier, il faut être soi-même. Et lorsqu'on est soi-même, c'est de la franchise, c'est de l'honnêteté. Si ce que vous dites, les gens estiment que c'est pas bon, que c'est faux, nul n'est épargné des erreurs. On peut commettre des erreurs, on doit d'ailleurs commettre des erreurs. Pour nous qui enseignons, nous estimons que c'est les erreurs qui nous permettent même d'évaluer. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. S'il faut revenir encore à la notion d'élève de la démocratie ou pas, vous voyez, c'est très important. Mais nous devons être nous-mêmes. Copier-coller, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que la politique ou la gestion de la vie d'une communauté, de tout un pays, et ça ne peut pas se faire sans tenir compte de nos valeurs, sans tenir compte de nos cultures. Et les réalités ne sont pas les mêmes.
exactement lorsque vous copiez les autres, les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Je me rappelle encore, paix à son âme, le professeur Thomas Boya, c'est eux qui ont amené l'anglais africain et l'enthousiasme a explosé. Lorsqu'on ne nous parlait plus de John et de Betty, lorsqu'on ne nous parlait plus de la neige, des daffodils que nous ne retrouvons pas en Afrique, on a commencé à parler des fleurs, de cajou, de noix, de néré, on a commencé à dire Kofi, Ayaba et consorts. Nous nous sommes sentis dans notre peau et on a embrassé l'apprentissage de la langue, bien que ce soit toujours, n'est-ce pas, une langue étrangère. Voilà. Alors, en face de vos étudiants, lorsque vous enseignez, est-ce que vous avez des types d'étudiants réceptifs à ces valeurs-là que l'on prône aujourd'hui pour améliorer la gouvernance en général en Afrique? Pas simplement en Afrique. Oui, la réponse est oui. Parce que nos étudiants ne sont pas que des Africains, sont majoritairement d'ailleurs des Américains, Nord-Américains, Hispano-Américains, de tout groupe ethnique donné. Je vais dire que la jeunesse veut autre chose. La jeunesse veut un changement. Alors, pas un changement pour un changement, mais un changement dans le sens donc, de l'innovation, de la créativité. La jeunesse innove beaucoup plus, alors que les anciens, peut-être comme nous, du point de vue donc de l'âge, sont beaucoup plus conservateurs. Vous voyez, beaucoup plus conservateurs. Alors quand vous conservez, oui, on ne conserve pas toujours ce qui est bien, on conserve aussi ce qui est mal, ce qui est mauvais, et ça ne va pas. Alors la jeunesse veut tout bousculer. Et je dois vous dire que l'Afrique qu'on présentait comme, n'est-ce pas, la jungle, la jeunesse africaine, la jeunesse brésilienne, la jeunesse française, de quelque nationalité que ce soit, cette jeunesse ou ces jeunesses ne voient plus la chose sous ce prisme. Vous savez pourquoi? Le numérique. Oui. Voilà, il touche du Donc doigt. la faute au numérique. La faute au numérique? Non, non, l'avantage. L'avantage. Ça, c'est un avantage. Parce qu'ils voient eux-mêmes, ne se font plus compter ce qui se passe. Ils voient tout de suite. D'accord. On parle de la démocratie en Afrique. On se pose toujours la question de savoir si les Africains ont véritablement une très bonne perception de ce qu'est la démocratie, de son contenu et de la manière dont on doit l'exercer. Alors, j'ai parcouru une note, j'ai lu une opinion, l'opinion de Pierre Jacquemot, oui, qui dit que la démocratie est un système politique qui est venu d'ailleurs. C'est venu d'ailleurs, et qui s'est juste acclimaté au continent africain, et que c'est un modèle qui est imposé par l'Occident. Lorsqu'un modèle est imposé, nos valeurs dont vous parlez, oui, les bonnes choses qu'on doit conserver, les mauvaises habitudes qu'on doit peut-être laisser tomber, est-ce qu'on a un regard sur tout ça? Oui, vous savez, je suis linguiste, alors que pour moi, les mots sont très importants. Lorsqu'on dit que la démocratie est importée, oui, c'est quoi la démocratie? Le démos et le kratia, qu'est-ce que ça veut dire? Le démos, c'est déjà la population. Donc, dans démocratie, c'est le pouvoir qui est au peuple. Quand on me dit que c'est importé, non, je dis non, que c'est pas importé. L'Afrique n'a pas importé la démocratie, mais l'Afrique, peut-être à travers ses élites, à travers l'intelligentsia, est en train de copier exactement transposer ce qui se fait ailleurs dans d'autres cultures pour plaquer cela, n'est-ce pas, à notre environnement, à nos populations. Les sociétés africaines, elles sont familières à ce que nous appelons la démocratie. Je vous donne l'exemple. Oui. Je suis d'origine Idacha. Mon village, c'est Kéré. Les 99% des Baloubi, par exemple, sont de Tchachigou. C'est nous qui rayons là-bas. Donc, les rois, c'est les Baloubi, au Baouloubi, à Tchachigou. Mais il y a certains, un groupuscule là, qui a migré, qui a quitté Tchachigou. C'est à peine, je crois, 3 km, peut-être moins de 3 km, sont venus à Kéré. À Kéré, c'est les Omodiagou, oui, les Djakiniers qu'on sort. Vous voyez, et vous êtes à Kéré, vous ne pouvez pas être roi, et le roi doit être choisi parmi les Omodiagou. Vous voyez, mais le roi
est obligé, du point de vue donc de sa culture, du point de vue de ses valeurs, de s'entourer de tous les autres. Tout le village est représenté au sein de son conseil. Et le roi parle le dernier, le chef parle le dernier. Aujourd'hui, nous avons un chef de village, on a aussi un roi, il parle le dernier. Pourquoi? Parce qu'il va entendre la voix. Ça permet de concilier toutes les opinions. Voilà exactement toutes les opinions. La tâche lui est rendue facile. Au fait, la démocratie devait faciliter la gestion des choses. Parce que quand vous êtes chef, vous avez de longues oreilles, vous devez être attentif, vous écoutez, et vous ne travaillez pas, vous n'agissez pas, vous n'êtes pas impulsif. Et quand vous donnez votre parole, la parole est d'honneur, et ce qui est dit doit être chose faite. C'est comme ça dans les villages. Et ça, c'est partout, c'est pas simplement à Dassa, c'est partout. Vous allez à Descamins dans le Mono, vous allez à Tchumi, vous allez à Weme, c'est comme ça. Donc, la démocratie, quand on dit pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, n'existe pratiquement pas en Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons transposé. Et si on avait transposé, et qu'on avait au moins fait l'effort de tout traduire dans nos langues pour ajuster. Vous voyez, lorsque je parle français et que vous devez traduire ça en anglais, c'est pas la même chose. C'est pas mot à mot. La syntaxe change. Les tournures idiomatiques ne sont plus les mêmes. C'est ce qu'on a manqué de faire. Et on ne peut pas faire cela tant que nos populations restent donc analphabètes dans leur propre langue. Tant que nous n'aurons pas compris que la langue que nous utilisons, dite officielle, le français, eh bien, réduit la force de frappe de la démocratie. Au fait, c'est une minorité qui dirige, qui s'impose. C'est là où on sent l'effet donc de la dictature. Alors que ça devait être l'inverse. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans nos contrées les plus éloignées, dans nos villes et villages, c'est eux. C'est de la base au sommet, comme on le disait, comme on le dit, ça doit être ça, vous voyez, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas malheureusement. Donc la démocratie d'antan a été renversée et avance sur la tête et les pieds en l'air. Pour moi, c'est ma vision de la chose. Et c'est pas bien. Il faut mais on peut se rattraper en prenant au sérieux nos langues, nos cultures, nos valeurs. Et on n'a pas perdu assez de temps déjà, à votre avis? Mieux vaut perdre un peu de temps que de ne rien faire. Je crois que c'est Abraham Lincoln qui disait lorsqu'on vous donne un baobab à abattre, qu'est-ce que vous faites? On vous dit il faut le faire en 10 heures. On vous donne 10 heures. Il a dit il faut passer 6 heures de temps à aiguiser sa hache, ses outils. Et les 4 heures qui restent, c'est facile à abattre. Alors, chaque peuple, chaque pays, chaque État a son interprétation et sa manière de faire vivre sa démocratie. Et c'est ce que nous observons actuellement, tout autour de nous, en Afrique de l'Ouest ou un peu partout dans le monde, où chacun vient expliquer ce qu'il comprend ou ce qu'il conçoit de la démocratie. Parlons un peu de ces situations que nous observons dans ces pays-là. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, démocratiquement, les chefs sont élus à la tête de nos États, mais par la suite, ils perdent un tant soit peu leur légitimité, la légitimité que les peuples leur ont accordée. Voilà. Je vous ai parlé tantôt de l'amour pour la patrie. Il faut être patriote d'abord. Il faut vouloir servir. Il faut le sacerdoce, il faut l'abnégation. Lorsque ces valeurs, ces qualités ne sont pas réunies et qu'on est élu comme résultat du populisme, lorsqu'on est allé vendre des illusions et qu'on est élu, vous voyez, c'est qu'on avait quelque chose derrière la tête, ou bien c'est le privilège, c'est simplement l'honneur. Et non le service qui était la raison d'être, ce qui vous a galvanisé. Lorsque c'est vos intérêts personnels ou bien des intérêts d'un groupuscule, c'est ça qui vous a motivé, eh bien, lorsque vous rend le pouvoir, parce que ce pouvoir est très puissant, le peuple vous le donne et vous l'utilisez comme vous le voulez pendant tout le mandat. La démocratie, elle exige
eh bien, vous serez sanctionné au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'on peut ne pas vous reprendre parce que vous avez mal fait. Vous voyez, mais ce bout de temps, même si le mandat c'est 2 ans, en 1 an, on peut foutre l'avenir des gens en l'air. Est-ce que la population, les peuples ne sont pas un peu coupables lorsqu'ils attendent aussi des discours tels que ce que vous avez décrit, les illusions, on leur vendu ce qui n'existe pas, et c'est ceux-là souvent qui sont malheureusement choisis, ceux qui restent objectifs, réalistes, et n'ont pas souvent l'adhésion populaire. Voilà, c'est un peu juste, mais c'est faux que de dire ça, que les populations sont coupables. Parce que ces populations, je vous ai dit, majoritairement sont coupées de la réalité. Parce que barrière linguistique, c'est très important. Nous avons beau avoir les mêmes coutumes, les mêmes valeurs et tout cela. L'information ne leur parvient pas, c'est ça? Exactement, et vous le savez autant que moi, M. Christian Adam Desjans, lorsqu'on va en campagne, eh bien, c'est pour la première fois qu'on voit certains visages, et puis après, ça disparaît. Il n'y a pas de suivi, les gens ne sont pas bien informés, et sont habitués à... qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi, s'il faut parler le français, terre à terre, vous voyez, parce que c'est la seule occasion où vous pouvez recevoir quelque chose d'aisance. Or, l'argent que vous donnez, et ça c'est de la corruption. Corruption électorale, corruption politique, pour que les gens... Si vous voulez servir, s'il est vrai que, honnêtement, vous voulez servir, vous ne pouvez pas donner l'argent aux gens que vous voulez servir. Si la population dit, mais si je ne gagne rien, je ne bouffe rien, je ne vote pas. Voilà, parce que les populations ne sont pas placées au centre de la gestion de leur propre vie. Les populations sont laissées pour compte. Et quand je dis laissées pour compte, ça veut dire que elles ont toujours besoin des interprètes. Et vous voyez, elles ne sont pas coupables, elles ne sont pas dupes non plus. C'est parce que c'est vous et moi qui allons vers nos parents lorsque nous faisons de la politique partisane pour dire votez pour celui-ci, votez pour celui-là. On n'a même pas d'explication à donner. On dit oh, Ayaba a dit ceci, Ayaba est venu de Cotonou, ou bien Kofi est venu de Porto, etc. Et c'est nous qui allons semer les mauvaises graines. Et lorsque ça pousse, on s'étonne que lorsqu'on a semé le cajou, que le cajou est poussé. Et c'est ça, ce que vous plantez, et c'est ça qui pousse. Et si vous l'arrosez. Parfois, que vous l'arrosez ou pas naturellement, c'est tellement têtu, la nature est têtue, et ça pousse. Il y a d'ailleurs des choses même qu'on ne plante pas et qui poussent, n'est-ce pas, qui font parfois du mal ou bien du bien. Vous voyez, c'est notre responsabilité. Et je ne veux pas aller trop vite, mais je pense que le moment est venu pour que la jeunesse prenne ses responsabilités et l'assume. Et les gens de notre âge, de notre génération, qui se plaignent, oh, vous voulez le siège, vous voulez le pouvoir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors justement, vous parlez de la jeunesse. Vous demandez à ce qu'elle prenne ses responsabilités. Voilà. Est-ce qu'elle ne prend pas ses responsabilités quand nous la voyons, par exemple, prendre fait et cause pour les acteurs politiques au premier plan? Lorsqu'il y a surveillance d'une crise tout à l'heure, ce sont les premiers à descendre dans la rue, à vandaliser les édifices, à brûler les pneus un peu partout. C'est une manière de prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Exactement. C'est une façon de prendre ses responsabilités. Oui. Mais cette jeunesse dont je parle, c'est la jeunesse qui est vraiment patriote. C'est la jeunesse qui est panafricaine ou panafricaniste, c'est très important. C'est la jeunesse qui est consciente de ce que c'est Franck Fanon qui a dit, que nous devons assumer, jouer pleinement notre rôle, ou bien vous trahissons la mission qui nous a été confiée. Lorsqu'on perçoit cela, lorsqu'on perçoit vraiment cela, et qu'on rêve d'un pays qui soit meilleur, eh bien on ne ferait pas ce que les autres font. Moi je ne suis pas du tout partisan de la violence, que le gouvernement ou bien que les dirigeants aient raison ou pas, ça ne sert à rien de brûler le pays, parce que quand vous brûlez le pays, c'est comme si vous brûlez votre âme. C'est comme si vous brûlez l'héritage que nous ont légué nos aïeux. Et ça fait pas bien. Et c'est pas à Bianzin que ça va plaire. Il va remuer là où il est, Glélé, Kaba et tout cela. N'est-ce pas l'expression de l'explosion, d'une certaine exaspération? On a dit, on a fait tout, on a crié, on ne nous entend pas, alors... on prend des mesures extrêmes. Voici ce qui se passe, c'est que on fait toujours les mêmes choses. Peut-être de manière différente. Mais les circonstances sont les mêmes, les conditions sont les mêmes, vous aurez les mêmes résultats. C'est ça, on piétine, on répète, on ressasse, on n'innove pas.
On n'ose pas faire du nouveau. Même quand nous disons le renouveau démocratique, lorsque nous disons la rupture, ce mot me plaît beaucoup, la rupture. Il faut rompre avec tout ce qui est mauvais. Il faut rompre avec tout ce qui bloque le développement, ce qui bloque la cohésion sociale, l'union. Si on ne peut pas avoir l'unité, il faut avoir au moins l'union. Il faut accepter de rompre avec ce passé lugubre, vous voyez, que nous avons connu, que nous avons nous-mêmes bâti. Et là, il faut le détruire et il faut construire sur ce que nos aïeux, nos parents nous ont laissé. Et puis c'est ça qui est fondamental. Si, n'est-ce pas, on est fâché, on ne peut pas être fâché contre son pays, sa patrie. Alors, professeur, si on doit s'en tenir au mot, on a vu dans ce pays un président qui a parlé de refondation. Oui. Aujourd'hui, on parle de rupture. Oui. Finalement, je me demande si ce ne sont pas les dirigeants seuls qui partagent, disons, le vrai sens de ces mots-là, parce qu'à la base, on sent que ça ne prend pas. Le président Boni Yaye a beau lutter pour avoir une gouvernance assez paisible. Il n'a pas eu, en tant que tel, il y a eu beaucoup de malversations qui ont jalonné sa gouvernance, ses mandats. Aujourd'hui, on a parlé de rupture avec un ton assez fort au départ, mais on se rend compte que dans le parcours, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'aligner derrière cet idéal-là. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'allier derrière l'idéal, ça c'est très important, mais ça ne veut pas dire s'allier nécessairement derrière une certaine... Voilà, exactement. L'idéal, quand nous allions derrière l'idéal, qu'on soit de l'opposition ou bien de la mouvance, on devait savoir que l'objectif est le même et qu'on peut prendre plusieurs chemins pour y parvenir. Parce que veulent les populations? Un petit bonheur. Le petit bonheur. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir. Et si le petit bonheur est réalisé, si les attentes sont comblées au bout du rouleau, ils ne vont pas demander qui l'a fait. C'est d'ailleurs, et opposition aux mouvances, qu'on devait contribuer, on devait travailler la main dans la main, contrairement à ce que nous voyons qui déchire nos nations, nos pays, et c'est cela qui devait se passer. Vous voyez, moi je vous parle ainsi du point de vue donc académique et du point de vue aussi des expériences personnelles. Vous voyez, alors je raconte toujours la petite histoire. J'étais encore dans ma tendre enfance quand il y avait le multipartisme intégral, UDD, PDU, etc. et tout cela. J'ai vu mon père gémir dans son sang parce qu'on l'a poignardé. Il n'en fut pas mort, heureusement. Il est mort d'une autre mort beaucoup plus tard, en 1981. Vous voyez, dans les années 60. C'était dans les méandres politiques. Dans les méandres politiques, parce que, vous voyez, il s'était aligné, il était du parti de Arouma d'alors, et à son âme aussi, et dans un même village, on pouvait être UDD ou PDU dans le même village, etc. Eh bien, ça se charcutait au sein de la famille, si vous n'êtes pas du même parti, et si un village est dans un parti, et que le village voisin, à 300 mètres, est d'un autre parti, eh bien, on ne pouvait pas traverser ce village. Ce n'est pas ça la démocratie. Vous voyez, mais c'est comme ça qu'on j'ai connu la démocratie violente, la démocratie ensanglantée. J'ai dit ça, ça ne vient pas de nos aïeux. Ça aussi, c'est importé. Ça aussi, c'est du forcing qu'on faisait à l'époque. Heureusement, c'est pourquoi les mots sont venus. Il faut changer, ça doit changer, n'est-ce pas? Lorsque vous avez vu votre père poignardé, et vous n'aviez même pas encore 10 ans, et vous aviez peut-être 5 ans ou 7 ans, vous voyez, ça m'a traumatisé, ça m'a marqué. Alors, je me suis éloigné beaucoup de la politique partisane à partir de cet instant. J'ai fait un tout petit peu, mais très tôt, je me suis remémoré tout ce qui s'est passé. J'ai dit, non, c'est la patrie. D'abord, la patrie d'abord. Et après la patrie, les partis. S'il devrait exister
voilà. Alors, la patrie, vous avez parlé des partis, nous avons les partis politiques également qui doivent animer la vie politique chez nous. Autour de tout cela, nous avons une constitution, nous avons les différentes lois qui sont votées et mises à la disposition du peuple pour emploi. Est-ce que les systèmes électoraux que nous avons chez nous en Afrique ne sont pas des systèmes porteurs de ce germe de discorde, de diffusion, où quand on a une certaine majorité, eh bien, on se taille la part du lion? Voilà. Si je vais répondre à votre question, je retourne vers Franck. Je retourne vers Franck pour lui dire que ces mots, on les aime bien. On voit le côté positif de changement, de la refondation, de rupture et tout ça. Mais les mots n'ont de sens que dans un contexte bien donné. Et c'est ce qu'on en fait. Et la rose, on pourrait l'appeler hibiscus. Mais si la rose ne sent pas comme l'hibiscus, il va falloir les séparer, n'est-ce pas? Donc les mots n'ont de sens que dans la pratique, dans les contextes réels. C'est ce qu'on émaille, c'est ce qu'on fait concrètement. C'est ça qui peut donner de l'attrait, de l'engouement. Vous voyez, refondation, Talon pouvait dire, le président Talon, j'allais dire, pouvait parler de changement. Je dis, je fais le changement, mais je le fais autrement. Et c'est ça, la rupture. Mais concrètement, il y a rupture. Dans quel sens? Rupture d'avec... on a rompu. Qu'est-ce qui a été rompu? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'on a bousculé les habitudes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait avant de très mauvais qu'on n'ose pas faire aujourd'hui parce qu'on se sent forcé ou bien parce qu'on a réellement compris? Franchement, sur Zone Franche, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression qu'on a rompu avec certaines habitudes? Oui, je pense qu'on a rompu avec certaines habitudes, mais il en reste énormément. Vous en avez une liste? Pas forcément une liste, mais j'ai des exemples à donner. Et des exemples à donner, c'est que tout au moins, on a la peur de mal faire. On a la peur de mal faire. Lorsque je ne fais pas l'apologie du mal, et je ne veux pas rentrer dans cette polémique de la criette. La criette, c'est comme la police. Si elle faisait bien son travail, si la police faisait bien son travail, si la criette était créée dans les très bonnes conditions, peut-être applaudie, et que les éléments de la criette faisaient bien leur travail, je crois que c'est des choses qui sont indispensables. C'est des éléments qui sont indispensables. Vous imaginez s'il n'y avait pas de police dans une communauté. Et quand on dit police, c'est pas simplement les bérets et puis les tenues qui les singularisent. La police, c'est le contrôle. S'assurer que le code, les lois sont respectées. Il faut s'assurer que c'est respecté. Ça se faisait aussi dans nos sociétés traditionnelles. Et vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire. Aujourd'hui, malheureusement, et ça, il faut que ça revienne. Je pense que l'école est en train d'être mise sur les rails, mais il faut la contribution de tout le monde. Il ne faut pas politiser tout, et surtout pas l'éducation, et surtout pas la santé. Il y a des choses qu'on ne politise pas. Et quand je dis politise encore, c'est mal utiliser le terme. Parce que la politique, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça a été tellement galvaudé, vidé de son sens. Si bien quand on dit politique à un Africain, eh bien, il voit tout le négatif. Il voit la violence, il voit la tricherie, il voit vraiment l'hypocrisie, la gourmandise, la corruption. C'est ce qu'il voit. Mais ça ne devait pas être ainsi. Malheureusement, ça ne devait pas être ainsi. Voilà. Alors, on parlait des systèmes électoraux. Les systèmes électoraux, c'est parce que donc on veut continuer à truquer. Quand on se dit c'est moi qui dois être. Tout le monde veut être président au Bénin. Tout le monde veut être président au Togo. Tout le monde veut être président au Ghana, ainsi de suite. C'est spécifique aux pays africains, c'est ça, ou c'est un peu partout dans le monde? C'est un peu partout dans le monde. C'est un peu même ceux qui trompent veulent être président de la République, même quand on les a déjà chassés, ils reviennent au galop parce que chassent le naturel et reviennent au galop. Voilà, si ça vous dit quelque chose. Toute une série de procès, par exemple, s'il peut aller dans un second pays, Trump, quand
les sondages montrent qu'il est devant. Il bat tous ceux là qui se disent républicains et qui veulent aller servir l'État américain. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que les systèmes, ça fait problème. Et surtout en Afrique. Surtout en Afrique, les systèmes font problème. Parce que ce qui amène les déchirements, eh bien, c'est nos textes tels qu'ils sont conçus, leur contenu, qui sont très ambigus, et que ceux-mêmes qui sont supposés les écrire de façon limpide, les conçoivent de façon ambiguë, pour que ces textes se prêtent à plusieurs interprétations d'un constitutionnaliste à l'autre. Lorsque vous leur confiez l'interprétation, le décryptage de la Constitution du Bénin, eh bien, on vous dira deux choses différentes. Vous voyez, ce n'est pas normal. Moi, j'estime en tant que linguiste que ceux-là doivent se mettre à l'école du peuple pour faire nos constitutions que veulent les peuples. Et écrire, même si la langue officielle c'est le français, moi je suis contre, il faut que progressivement on s'écarte de cela. Je ne balaye pas du revers de la main la langue française, elle restera langue étrangère. Et nos langues nationales, eh bien il faut qu'on traduise les textes fondamentaux dans ces langues. Puisque on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais si la loi est écrite, n'est-ce pas, en russe, et que vous parlez fond et vous écrivez fond, comment vous faites? Et ça fait problème. Alors, la démocratie, et je crois que c'est le pouvoir de la majorité. Il est vrai, c'est pas le meilleur système comme certains théoriciens l'ont dit avant nous. Elle est aussi une forme de dictature, parce que c'est la majorité qui écrase la minorité. Mais en réalité, et majorité et minorité devaient travailler de concert pour servir la même cause. On n'arrive pas à le faire parce que intérêt personnel, parce qu'on met honneur devant. Vous voyez, professeur Baloubi, est-ce que je peux être ministre au Bénin? Est-ce que je peux être... Ce n'est pas cela qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est vraiment que mon pays se sente bien, qu'il y ait un minimum. Et lorsque j'arrive et que je n'ai pas trop de sollicitations, vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on pense que quand vous venez de l'Amérique, vous êtes venu avec des sacs ou même des lingots d'or et des dollars. Vous êtes plus riche. Non, le bonheur se construit. Ça se construit par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, malgré la défaillance de ces systèmes électoraux, on parvient quand même à élire des dirigeants. Des dirigeants qui promettent sur l'honneur de respecter la Constitution, les lois de la République. Une fois élus, eh bien, ils exposent, ils affichent une volonté de s'éterniser au pouvoir. Je veux parler du syndrome du troisième mandat qui sévit actuellement dans les pays africains. Et comment expliquez-vous cette rupture unilatérale du contrat social par les dirigeants africains qui veulent forcer un troisième mandat? Nous avons perdu le nord ou le sud, on a perdu la tête. On ne veut pas respecter nos valeurs, on ne veut pas respecter nos traditions, on ne veut pas respecter les bons exemples qui nous ont été donnés. Il est vrai, on est passé donc de la monarchie. Il n'y avait pas de constitution, je n'allais pas dire monarchie constitutionnelle, au temps des Bianzin, Kaba, Biokera et consorts. C'était de la monarchie, n'est-ce pas? C'était des royaumes, n'est-ce pas? Et le roi, on ne fait pas de coup d'État au roi quand même. C'est lorsqu'il est mort que l'autre, son fils ou quelqu'un ou le fa désigne son successeur. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas une mauvaise chose en soi. Si le roi fait le bonheur, fait le travail qui lui a été confié, si on ne le terrorise pas et que, n'est-ce pas, les gens de son royaume ont leur petit bonheur, je pense que c'est pas le problème de nombre de mandats. Pour moi, c'est pas le nombre qui fait problème. C'est la peur du dirigeant qui arrive et qui se laisse corrompre et qui pense que le pouvoir qu'on lui a remis est le sien et que c'est sa voix qui compte et que la voix du peuple, eh bien, c'est secondaire. Et tant qu'il est là, eh bien, il fait c'est la pluie et le beau temps. Au cas par lui, il n'y a pas quelqu'un pour bien faire. Exactement. Je crois qu'on doit trouver quand même un mécanisme
pour interpeller nos dirigeants, même s'ils sont élus pour un quinquennat ou un septennat, au milieu, s'ils font mal, et qu'ils soient rappelés. Il faut trouver un système qui puisse rendre cela effectif. Sinon, haute cour de justice, par-ci, tous les noms que vous donnez, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est une aberration. Si vous êtes réellement patriote, si vous êtes vraiment imbu du désir de servir, je dis bien servir, vous ne pouvez pas chercher à vous éterniser au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Ils ne viennent pas servir. Ils ne viennent pas servir. Ça, c'est réel. Ils viennent se servir. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je disais qu'on oublie très vite les exemples. Mandela a été un exemple qu'on n'a pas encore vu. Mandela, vous avez vu, vous avez compris, 27 ans. 27 ans en prison. Et ceux qui l'ont martyrisé, et ceux qui ont martyrisé son peuple, il sort et puis il dit, eh bien, nous nous retrouvons. Il pouvait être encore au pouvoir. Oui. Il pouvait être encore au pouvoir si leur constitution ne disait pas « Oh, c'est 2 mandats au maximum ». Vous voyez, il a fait un seul mandat. Vu sa popularité, il pouvait également changer la constitution aussi. Mais qu'est-ce qui fait changer la popularité? Quand vous faites mal, quand vous déviez de la voie que le peuple a tracée. Oui. Si vous utilisez mal le pouvoir qu'on vous a confié, mais des gens après lui ont mal fait, n'ont pas tellement bien fait. Vous voyez, après lui c'était Thabo Mbeki. Bon, Thabo Mbeki n'est quand même pas l'alter ego de Mandela. Et encore, vous avez vu, ça s'est un peu dégradé avec celui qui a suivi Thabo Mbeki. Bon, je ne jette pas de l'opprobre sur certaines personnalités. Ces personnalités ont fait je ne dirais pas de leur mieux, mais ont fait quand même quelque chose qui a pu avancer la cause de l'Afrique du Sud. Mais on doit faire mieux chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir. Il doit regarder d'où l'on vient et faire toujours mieux. Et il ne faut pas surtout balayer tout ce qui est passé. Parce qu'il faut balayer ce qui est passé, l'histoire est têtue. On ne peut jamais effacer l'histoire d'un peuple. Alors, on va poursuivre, hein, et cette fois-ci, on va parler des conflits et des crises, puisque c'est la démocratie qui nous amène toujours à aborder ces sujets. On va parler maintenant de la gestion et la résolution de ces conflits et de ces crises-là. C'est un véritable défi pour les États, pour le continent africain et pour le monde entier. On en était là, on parlait de la pandémie de la Covid-19. Après, il est arrivé la guerre dans certaines régions du monde. Il y a la crise de pouvoir dans les pays africains, on en parlait tantôt, les désaccords entre les peuples et leurs dirigeants. On parle aussi de la cherté de la vie, de la famine qui s'accentue. Comment analysez-vous tous ces mouvements qui alimentent le monde? Oui, malheureusement, tout ce que vous avez cité, c'est des fléaux, c'est des mots qui frappent l'Afrique plus durement que d'autres continents. Bien sûr, il n'y a pas si longtemps que ça, la Chine était presque paupérisée, mais vous avez vu, en un rien de temps, la Chine s'est relevée. Vous voyez, c'était un pays du tiers-monde, on l'appelait la Chine. Aujourd'hui, la Chine est là où elle est parce qu'elle a su prendre, n'est-ce pas, les taureaux par les cornes. C'est ça qui est important. Et c'est la remise au travail, a fait le mélange habile, un mélange habile, je ne dirais pas un mélange, mais une combinaison vraiment très intelligente de deux systèmes. Le système que nous traitons de « oh, c'est la gauche, l'extrême gauche, donc c'est socialiste communiste », et puis aussi la voie de l'économie libérale. Ils ont pu faire la synthèse. Est-ce que moi, je me dis que c'est ça qui leur a réussi, parce que chaque couteau a un double tranchant. Vous voyez, il y a un qui est bon, l'autre qui n'est pas bon. Il faut toujours choisir ce qui est bon de la gauche, choisir ce qui est bon de la droite et amener ça au centre pour bâtir l'édifice. C'est ça que la Chine a compris. Vous voyez l'Inde, c'est presque, ils sont très peuplés. Vous voyez, après la Chine, je crois que ça doit être l'Inde nécessairement, mais l'Inde est très avancée aujourd'hui.
L'Inde est très avancée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la démographie qui fait problème quand on nous dit de réduire le nombre d'enfants que nous faisons. On en parlera certainement. Voilà, vous voyez. Donc, l'Inde est là où elle est aujourd'hui par rapport donc à leur courage, à leur détermination et en matière donc d'avancée technologique. Vous allez un peu partout, ici les Indiens. En tout cas, ce n'est pas les États-Unis et la zone les zones franches commerciales et technologiques des États-Unis qui vont me démentir. Les Indiens sont recherchés partout. Ils sont recherchés partout pour leur savoir-faire dans ce domaine, le numérique. Voilà, et c'est très important. Alors, l'Afrique, on a l'impression qu'on ne se prépare à rien du tout. Lorsque ces crises-là surviennent, on tend les bras, on commence par crier. Et si, dorénavant, les puissances occidentales, les pays de l'autre côté ne nous viennent pas en aide, c'est que nous ne pouvons pas faire face réellement à ces crises qui surviennent. La Covid, on a vu combien de fois les pays européens sont intervenus dans les pays africains pour nous soutenir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique soit prête pour faire face à ce genre de situation? C'est ça le paradoxe. Quand vous êtes berceau de l'humanité, quand vous êtes la souche, c'est la racine qui supporte les branches et les feuilles. Mais on vit l'inverse parce qu'on a détruit et le monde se construit de façon bizarre. Et c'est de là-bas que viennent tous ceux dont on a besoin. Peut-être qu'on aura le temps de parler aussi de la crise en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et j'ai eu honte et très mal dans ma peau et quand je vois des présidents africains aller parler, aller commander du blé. Tout comme si l'Afrique ne produisait pas de blé. L'Afrique produisait du blé avant. Il y en avait la vallée du Nil, il y avait le Tchad, il y a même au Niger. Vous voyez, on n'est pas obligé de produire du blé. On est de consommer du blé. Et qu'est-ce qu'on fait avec du blé et du pain? Et le pain, ça, qu'est-ce que vous appelez le pain? Eh bien, on peut faire ça à base de tout ce que nous, céréales que nous avons. Nous avons le sorgho, le mil et tout cela. Alors les gens étaient innovateurs et ils ont profité de cette... Les crises servent parfois à quelque chose, on ne peut pas les souhaiter, mais elles servent à quelque chose. Mais je reviens à votre question, on dit pourquoi ça nous arrive tout comme si c'est une surprise? Parce que les États africains, pour la plupart, n'anticipent pas. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Nous le disons souvent, mais on ne le fait pas assez. Est-ce que ce n'est pas l'absence de stabilité dans ces États africains qui fait qu'on n'est pas concentré à ce genre de politique où il faut faire des prévisions? Oui, même s'il n'y a pas de stabilité politique, ça veut dire que, eh bien, il y a un gouvernement qui a dû commencer quelque chose, et puis, patatras, on l'a remplacé par un autre, etc. C'est le fait de verser toujours dans la mer ce que les autres ont laissé. Vous ne pouvez pas prendre tout ce qu'ils ont laissé, mais il faut au moins retenir ce qui est bien. On dit que l'administration, c'est une continuité. Vous voyez, si ce n'était pas une continuité, vous n'allez pas retrouver votre acte de naissance avec la souche, même avec l'invention, l'innovation du gouvernement, talon de l'avènement de l'administration, talon, ce qui a été numérisé. Et ça, c'est du bien, c'est un bien par exemple. Moi, je suis venu, je devais faire mon passeport, renouveler mon passeport. Je n'étais plus obligé d'aller jusqu'à Dassazomé, m'aligner devant la sous-préfecture, le bureau du sous-préfet, pour me faire cela. En quelques minutes, on me l'a fait ici. C'est l'arrondissement. Les sous-préfectures sont... Et puis il y a eu la signature, ça n'a pas été inventé. Alors le maire Fayon a signé, Nicaise Fayon qui est maintenant à l'Assemblée, et j'étais fier. J'étais fier qu'on ait pu bénéficier de cet outil. Ça s'adapte au changement. Voilà, parce que ça n'a pas de nationalité. C'est la science et la technologie. Nous devons nous l'approprier. Et là, ce n'est pas copier. C'est vraiment jouir, bénéficier des fruits de la science, des recherches. Et voilà, nous devons, parlant de recherche, il faut encourager les chercheurs. Voilà. Il faut encourager nos étudiants. Il faut bien les orienter. Il faut vraiment soutenir la recherche dans nos entités universitaires, qu'elles soient privées ou publiques, mais faire de la bonne recherche, pour qu'au bout du rouleau, les résultats soient vraiment pris en compte lorsque ils sont bien, ils sont vraiment probants, il le faut. Mais quand nous les décourageons,
ça fait mal. Alors, professeur Baloubi, très rapidement, puisque nous avons moins de 10 minutes encore, on va parler très rapidement de cette crise dont on parle avec les différents épisodes, la crise entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre où on se demande quel est l'avenir de la planète avec ce que nous observons et les conséquences de ce conflit sur le quotidien des Ukrainiens, des Russes et du monde entier. Voilà, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes parce que vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Alors si nous disons c'est la guerre des autres parce que c'est très loin de nous, eh bien avant que vous ne vous ne fermez les yeux, eh bien c'est déjà derrière vous. Vous savez, la Covid-19, vous avez bien fait d'en parler. Vous voyez, la Covid n'a pas eu de frontières. C'est comme ça, quand la guerre, qu'est-ce qui a causé la guerre? Eh bien, ce virus-là existe partout, potentiellement, ça peut exploser partout. Ça a explosé au Soudan, ça a explosé en Éthiopie, en Somalie, un peu partout d'ailleurs. Ça a explosé au Nigeria. Nous parlons des djihadistes ou des terroristes, tout cela. Est-ce que c'est pas de la guerre? La guerre, pourquoi nous faisons la guerre? Pourquoi nous fabriquons ces armes? Ces armes, au départ, étaient fabriquées, c'est pas pour se tirer des balles réelles dans le corps les uns aux autres, c'est pas pour ça. C'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger contre ce qui est sauvage. Et ce qui est sauvage, au fait, si on arrive à le domestiquer, et je parle de façon réelle ici, on peut domestiquer, c'est-à-dire ce qui est problème aujourd'hui, demain, peut être une solution. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à le faire et puis le monde est mis à feu et à sang. L'avenir du monde, moi je pense, c'est dans la ou la multipolarisation. Ce n'est pas sens unique. Il faut aller américain. Je suis américain, d'accord, mais aller américain, et c'est vraiment limiter les chances de réussite parce que la vie en général, c'est comme, je résume ça à l'éléphant. L'éléphant africain est vraiment l'éléphant le plus géant au monde. Vous savez, une seule personne ne peut jamais percevoir et comprendre tous les contours de cet animal géant. Il faut que des gens rampent sous l'éléphant. Il y en a qui doivent survoler, et il y en a qui doivent rester à gauche, à droite. C'est comme ça. Et chacun voit certaines réalités qu'il doit apporter, n'est-ce pas, à la construction de ce monde que nous voulons paisible. Vous savez, l'ONU, ces institutions doivent disparaître pour donner naissance à des structures beaucoup plus sincères, moins hypocrites, qui ne comptent pas simplement sur les cotisations. Vous cotisez plus, donc vous avez plus de voix. C'est pas réel. C'est la démocratie, on nous la vend, on nous la chante. Vous la comparé aux autres structures que nous avons dans les sous-régions. Oui, l'Union africaine, la CEDEAO et tout cela, c'est inopérationnel. C'est inopérationnel parce que c'est pas sincère. C'est pas sincère. Lorsque, par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a peut-être la majorité qui dit, écoutez, troisième mandat, là, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut rien décider. Je voudrais d'ailleurs que tout cela disparaisse. C'est mon rêve. Ça veut dire qu'au sein de ces institutions, la loi du plus fort encore à loi de cité, la loi de ceux qui sont soutenus d'ailleurs, ils sont soutenus par les anciennes métropoles. C'est cette loi-là qui passe, et c'est ça qui fait mal. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus pour construire leur pays, qui ont été vite découragés, mais il y en a qui tiennent toujours. Ils disent vaille que vaille, je ferai de mon mieux. Alors, et c'est ça qu'il faut faire. Si ces institutions devraient disparaître, on devrait les remplacer par quoi? On devrait les remplacer par des structures qui sont mieux organisées, des structures qui ne tiennent pas compte nécessairement de la puissance d'argent, qui tiennent compte de la démographie. Vous voyez, la RDC, c'est le pays francophone le plus peuplé au monde. Mais vous voyez, mais la France le dicte des lois. Est-ce que c'est cela la démocratie, par exemple? Est-ce qu'on ne compte pas sur l'hégémonie? Est-ce qu'on ne compte pas sur je suis reconnu, je suis au Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC?
très riche, mais très pauvre au même moment. Et ça fait mal, alors, ça fait très mal. Docteur Désiré Baloubi, finalement, quel type de modèle de développement devons adopter pour évoluer, pour ne plus marquer les pas, pour véritablement résoudre les problèmes qui sont les nôtres en Afrique? Vous savez, bon, j'ai fini par comprendre, et j'ai fini par comprendre ce que l'autre appelle l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Vous savez de qui je parle? Non. M. Covy-Bertin, ce jeune, talentueux, très très jeune, il avait à peine la vingtaine. Il s'est lancé dans les recherches, dans une aventure, mais il avait un objectif. Il voulait comprendre. Il est allé un peu partout. Il a tiré la conclusion. Et ce n'est pas lui seul, mais sauf qu'il a donné ce label, économie fondamentale. Je ne peux pas ici le remplacer pour vous définir cela, mais cela m'a plu. Il faut compter d'abord sur ses propres forces. Il faut produire ce que l'on consomme. Il faut consommer ce que l'on produit. Et il faut le faire avec tout le sérieux qui s'impose. Et il faut de la discipline. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas gérer votre économie. Il y a l'économie, il y a les finances, il y a la monnaie. Et les autres qui savent de quoi je parle et qui connaissent mieux que moi vous diront, sont trois choses différentes, mais qui concourent à régler un problème fondamental, le problème du bonheur que nous cherchons. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Dans tout ça, quelle est la part à prendre par les médias? Vous êtes un animateur des médias. Qu'est-ce que les journalistes doivent jouer comme rôle pour que tout cela puisse être mieux huilé? Très bien. C'est le moment de féliciter Canal 3. J'ai toujours suivi Canal 3. Vraiment, la main sur le cœur, je vous aime. C'est pas parce que vous me prenez ici, si vous faisiez quelque chose de mal, je vous le cracherai ici, et quitte à vous de dire qu'il ne revienne plus jamais ici. Vous faites du bien, mais si malheureusement c'est pas tous les médias qui font du bien, il y a des médias qui sont des suivistes, il y a des médias qui se laissent acheter et qui ne veulent plus jouer leur rôle premier. C'est-à-dire, si vous êtes mon ami, eh bien dites-moi les vérités, même si ces vérités doivent me faire mal. Les injections font mal, mais ça peut guérir. Et l'objectif d'ailleurs, c'est pour guérir. Dites rien, nous ne devons dire rien que la vérité. Et pour ouvrir la bouche et parler au nom de notre maison, la presse, Canal 3, eh bien, il faut avoir fait l'enquête. Il ne faut pas verser donc dans la délation vous voyez, il ne faut pas verser dans, comment on le dit, le populisme pour que tout le monde vienne vers vous, c'est les sujets les plus controversés. Non, c'est pas cela qu'il s'agit. Il s'agit d'informer. Et informer, c'est aussi former. Et lorsque vous formez, il ne faut pas oublier la partie éducation. Notre rôle est très important, d'informer, de former et d'éduquer. Nous sommes là pour la veille, pour l'éveil, et sans nous, je pense que beaucoup de choses peuvent tomber à l'eau. Donc la presse, moi je dirais, désormais c'est le premier pouvoir depuis donc l'avènement de l'information, de la communication qui a pris le pas sur le reste. On vous laisse conclure. C'est l'affaire. Ma conclusion, c'est d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez donné. L'accueil a été toujours chaleureux. Christian Ndandé-Jean, vous personnellement, je vous admire. Pour être chrétien, c'est un nom qu'on doit porter avec fierté, parce qu'il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Je suis musulman, mais le Dieu, il est unique. Je vous remercie pour ce que vous faites. Et à travers vous, tout Canal, Franck Aounou, que je viens de connaître, vous représentez une maison ici de presse qui est très importante, l'une des meilleures dans ce pays, pour ne pas dire dans la sous-région. Vous voyez, bien sûr, je ne ferai pas de la propagande Poutine pour Afrique TV ici, mais de toutes les façons, nous, notre objectif, c'est le panafricanisme. Et toutes les questions que vous m'avez posées, eh bien, ça participe de cela.
Merci pour ce que vous faites. Merci aussi pour nos dirigeants que j'aime beaucoup, Et je voudrais les saluer pour les efforts qu'ils font. Je sais qu'il y a des grincements dedans et ces grincements dedans, et il y en a toujours eu. Oh, j'ai presque 70 ans. On n'a jamais applaudi. De mémoire d'homme, il n'y a pas ce gouvernement qu'on puisse dire qu'on a applaudi pendant qu'il était en exercice. On a toujours critiqué. Il y a toujours des gens pour dire ils font mal. Ça peut être des gens majoritairement, et parfois ça aboutit à des coups d'État, et vous voyez, ou bien ça passe, c'est tout comme si on tourne en rond. Malheureusement, c'est ainsi. Quand vous êtes là pour servir véritablement, vous devez avoir le dos large. Je profite donc de cette opportunité pour saluer les autorités du pays et pour aussi leur souffler que dans la diaspora, nous sommes essoufflés. Il faut que la diaspora puisse renforcer l'Afrique, les Bénin, les pays individuellement, mais il faut que ces pays aussi puissent renforcer cette diaspora. Je suis donc membre de parlement de l'État de la diaspora africaine. Je suis arrivé, c'est pour apporter ma contribution. C'est pour, lorsque vous allez à la chasse, eh bien, vous ramenez toujours le gibier chez vous. Je pense au pays. Qu'est-ce que le Bénin peut gagner de l'état de la diaspora africaine? Vraiment, j'en sais quelque chose et je voudrais que les gens prêtent oreille suffisamment. Merci. Et je ne peux pas terminer. Sans demander la clémence. La clémence du président de la République pour libérer Rekamadou, pour libérer Aïvo, pour libérer ceux-là qui sont tombés sous le coup de la loi, qu'il faut les libérer. Et je voudrais aussi que ceux-là qui sont, donc, que je viens de nommer, qu'ils comprennent que le pouvoir est ainsi fait. Bien, ils peuvent se sentir lésés ou bien leurs droits violés, mais le pardon, même quand vous avez raison, il faut le demander. Il faut demander le pardon. Donc nous leur disons de demander pardon. Ils n'ont pas besoin de s'agenouiller, mais au fond de leur cœur, qu'ils disent plus jamais cela, pour qu'il y ait réconciliation de façon véritable, sincère et honnête. Merci pour tout ce que vous faites. Professeur Valioui. Voilà, docteur Salif Désiré Baloubi, professeur titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée, expert en communication publique. Il était l'invité de Zone Franche de ce dimanche. Mesdames et messieurs, nous avons parlé un peu de tout. Nous avons fait le tour du baobab, comme on le dit, gouvernance politique, conflit et crise. Nous avons parlé développement et démocratie. C'était le numéro de ce dimanche, professeur. Merci et bon retour peut-être là-bas. Bien de choses aux compatriotes qui sont de l'autre côté des États-Unis. Merci. Voilà. Merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous dimanche prochain. Merci Christian. Merci.